Donc nous sommes vraiment très ravis d'accueillir aujourd'hui Cédric Gras. Cédric Gras est géographe, il est alpiniste, il a fait hier le Mont Blanc avec ses camarades leaders. Il a dirigé plusieurs antennes de l'Alliance française en Russie et c'est un parfait connaisseur de la Russie, de cette terre immense qu'il a arpenté en toute saison et avec toujours l'hiver autour. Pour reprendre le titre de plusieurs de ses livres. Aujourd'hui, il est là pour nous parler d'une enquête qu'il a menée sur les traces de deux alpinistes, les frères Alakov, qui ont été des mythes du régime stalinien à l'époque où les alpinistes étaient non pas des conquérants de l'inutile, mais des conquérants de l'utile, puisqu'ils étaient chargés par le régime de porter au plus haut possible les couleurs du leader, à savoir Staline. Donc cette enquête est extrêmement minutieuse, elle montre quelle était la vie quotidienne de ces personnes sous le régime totalitaire de l'époque. Et vraiment, ça se lit comme un roman. C'est un livre qui est paru aux éditions Stock et qui est franchement éblouissant à la fois d'information et de rebondissement. Comment vous est venue l'idée de ce livre? Est-ce que c'était une volonté de lier la montagne et et l'écriture? Est-ce que c'était aussi une tentative d'explication aussi de la Russie et de l'histoire de ce pays démesuré? Bonjour à toutes et à tous. Alors, les frères Abalakov, donc ce sont les héros de ce livre. C'est pas un roman, c'est une enquête, comme a dit Michel. D'ailleurs, mon éditeur m'avait un peu demandé au début de romancer, et j'ai refusé catégoriquement parce que je trouvais que l'histoire dépassait largement la fiction. Et donc je me suis attaché effectivement à reconstituer minutieusement leur biographie. Comment je suis tombé dessus? Ils s'appellent les frères Abalakov. Alors si vous faites un peu de montagne, peut-être que ça vous dit quelque chose. Il y a une technique d'ancrage sur glace qui s'appelle un Abalakov. Il s'agit de prendre deux broches à glace et de créer un espèce de petit tunnel afin d'y passer une cordelette. Et ça a été inventé par un des frères Abalakov. Voilà, la notoriété des frères Abalakov à l'international ne va pas au-delà de ça. C'est-à-dire pas au-delà de... En Russie, d'ailleurs, cette technique d'ancrage sur glace ne s'appelle même pas un Abalakov. Elle s'appelle comme ça ici, beaucoup grâce à un guide que vous connaissez sûrement qui s'appelle François Damilano et qui, lorsqu'il a travaillé chez Petzl, a fait des tests de solidité et a remis un peu au goût du jour cet Abalakov. Aux États-Unis, ça s'appelle parfois l'Abalakov, mais sinon ils ont un autre nom. Donc bref, ils ont été un peu oubliés, ces deux frères. Et pourtant, c'était les gloires de l'alpinisme soviétique. Alors moi, je me suis rappelé un jour de cette histoire-là d'ancrage Abalakov. Et je connaissais depuis longtemps cette petite technique, mais avant d'avoir passé 10 ans en Russie, en Ukraine, etc., évidemment, elle me parlait moins qu'aujourd'hui. Et il y a 2 ans, je me suis souvenu de cette affaire Abalakov, et avec le bagage que j'ai maintenant, c'est-à-dire une résidence très prolongée dans ces régions-là, la connaissance de la langue et du territoire, je me suis dit, par curiosité, un soir, je me suis dit, on va creuser un peu cette affaire, d'où ça vient, qui étaient ces gars-là. Enfin, ces gars-là, je dis au pluriel maintenant, à l'époque, je ne savais même pas qu'il y en avait 2 des frères, en fait. Je croyais que c'était seulement Vitali Abalakov. Et bon, alors en France, il n'y a aucune documentation, heureusement, on a Internet. Et sur des sites russes, très rapidement, j'ai compris qu'il y avait une histoire assez fabuleuse. Et j'ai découvert qu'ils avaient été 2 frères. Et puis j'ai découvert un jour, au détour d'un petit article russe, que l'un d'eux avait été arrêté pendant les purges staliniennes. Et alors ça m'a beaucoup parlé parce que moi, depuis que je fréquente la Russie, c'est vrai que je suis un grand lecteur de la littérature du goulag. C'est presque un genre littéraire. Il y a eu tellement d'ouvrages, de témoignages, de récits, mais même aussi maintenant de romans sur l'univers carcéral stalinien, que c'est presque un genre littéraire. Et dont moi, je suis un grand lecteur, je ne sais pas pourquoi.
Ça me parle beaucoup. Et d'écrire simplement sur la montagne et sur la biographie, aussi incroyable soit-elle, de deux alpinistes, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais de voir une histoire d'alpinistes aussi imbriquée et interdépendante du contexte politique de l'époque, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça permet d'aller un petit peu au-delà de ces récits qui sont uniquement des récits d'ascension technique, etc., qui sont d'ailleurs pas faciles à raconter. Je me suis dit que là, il y avait quelque chose qui, par ailleurs, réunissait aussi tout ce que je sais faire dans la vie, c'est-à-dire tout ce que je connais, la montagne un peu, le monde ex-soviétique beaucoup. Et puis, il fallait parler russe pour faire cette enquête, évidemment, parce que toutes les informations, toutes les sources d'informations qui restent, parce que malheureusement, moi, j'ai pu constater qu'on en avait perdu beaucoup, eh bien, elles sont en Russie, en langue russe. Donc voilà, ça a été un travail de 2 années, mais c'est pas à plein temps, parce que ce qui a été amusant dans ce genre d'enquête, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ça se finit, parce qu'il y a toujours une information. Vous bouclez le bouquin et puis là vous retrouvez un article où quelqu'un vous dit « Ah, j'ai pensé à toi, j'ai entendu telle information, etc. » Alors un jour, il faut se dire que voilà, c'est comme les rapports de police, quoi. À un moment, il y a une date, il faut arrêter, il faut classer l'affaire. Donc à ce moment-là, moi je suis assez heureux parce que depuis qu'il a été publié et depuis que je l'ai envoyé à l'éditeur, je n'ai découvert aucune information d'ampleur susceptible d'une réécriture totale du livre, donc ça c'est bien. La vie de ces deux frères Abalakov est un véritable roman et chez ces deux frères il y a deux destins. L'un a connu les sommets de la gloire et l'autre a pris un ascenseur, sinon pour l'échafaud, du moins pour le goulag ou en tout cas pour les geôles les pires de Moscou. Oui, bah, c'est ça aussi qui pour moi militait pour une enquête et non pas pour un roman, parce qu'en fait il y avait beaucoup de péripéties évidemment dans leur vie d'alpiniste, mais il y avait aussi quelque chose de très humain. Ils étaient frères, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois complices, ils ont commencé ensemble d'ailleurs, et en même temps évidemment, comme ils étaient tous les deux brillants, mais ils se sont très rapidement retrouvés concurrents. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment romanesque en fait. Dans une fiction, on aurait pu introduire ça, et là c'était déjà là, quoi. Donc j'avais pas du tout envie de romancer cette affaire-là. Alors j'ai manqué un petit peu de sources parce qu'ils n'ont pas vraiment tenu de carnet intime. On a les carnets de l'un d'eux, mais qui ont été publiés sous l'URSS, c'est-à-dire qu'ils ont eu un... Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont été censurés. Hein. À l'époque, ça s'appelait un correcteur politique. Malgré tout, j'ai trouvé dans ces carnets des choses assez intéressantes qui ont passé le regard le plus politisé qui soit, parce que ça n'a pas dû lui sembler à ce correcteur politique anti-révolutionnaire ou je ne sais quoi. Il y a quand même des petites remarques de l'ordre de l'intime qui m'ont intéressé, mais c'est vrai que j'ai pas le fond de leur pensée, je connais pas leur relation est assez méconnue, et en même temps on peut la deviner très facilement parce que il y a un frère qui a un espèce de destin de rocker brillant qui meurt à 27 ans. Là je caricature, mais c'est-à-dire que c'était un jeune artiste qui est retrouvé assassiné ou pas. Il a même pas 40 ans et il avait été, c'est le petit frère Yevgeny Abalakov, il avait été vraiment lui l'étoile de l'alpinisme dans les années 30. Et puis l'autre, il est très fort, mais très rapidement sa vie est brisée par une tempête qui lui fait perdre une vingtaine de phalanges. Ensuite, il passe 2 ans dans les geôles staliniennes. Et puis c'est seulement à la mort de son petit frère qui pendant ce temps-là l'éclaboussait de son talent que lui va pouvoir prendre la suite et devenir celui d'ailleurs dont on se souvient et qui a inventé cette technique et qui est finalement passé à la postérité et pas son petit frère. Donc j'avais tous les éléments là pour faire un livre, je crois, qui se lit à peu près comme un roman, mais en revendiquant de ne pas avoir fait un roman. Avec une très belle écriture qui permet effectivement vraiment de glisser sur toutes ces années tragiques, on peut dire. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont vous montrez que l'alpinisme est un alpinisme politique. C'est-à-dire que l'altitude appartient au peuple et qu'il convient de faire de ces héros des instruments du pouvoir. Oui, bah, c'est tout le rapport à l'alpinisme des socialistes là, qui étaient en jeu, parce que l'alpinisme, ça a commencé ici, hein. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes disent l'alpinisme, ils ne disent pas le caucasisme ou le pamirisme ou je ne sais quoi, ou l'ouralisme. Non, ils disent l'alpinisme. Ils l'ont apporté des Alpes.
Et c'était un sport assez bourgeois pour eux, parce que ça veut dire d'abord que vous avez que ça à faire, enfin que vous pouvez dégager du temps libre pour faire ça. Ça peut aussi coûter assez cher, et c'est vrai que de toute façon, à l'époque, ça s'est pratiqué par des gens qui ont de l'argent. Donc ça n'avait rien de très socialiste, en fait, cette affaire. On en parlait tout à l'heure avec François Garde, qui a écrit Lénine à Chamonix, et du fait que les bolcheviks en exil en Europe, en Suisse notamment, ont un peu fait connaissance de la montagne pendant l'attente du grand soir et de la Révolution. Et donc ça a été le cas de Lénine un petit peu, qui faisait des promenades, mais certains de ses camarades sont allés jusqu'à devenir guides de haute montagne. Et quand ils sont revenus en URSS, ce qui était devenu l'URSS, ils ont voulu continuer, ça les a intéressés, et puis ça s'associait à d'autres soucis. L'exploration de territoires immenses qui étaient devenus propriété de l'URSS, mais qui était totalement méconnue. Le Pamir et les Tian Shan, à l'époque, la carte est pratiquement vierge. Ce n'est pas le cas du Caucase. Le Caucase était assez bien connu, mais en Asie centrale, l'alpinisme, du coup, s'est trouvé une vocation communiste, enfin qu'on a jugé communiste, c'est-à-dire il a fallu apporter le progrès d'abord dans ces régions très reculées, et puis lever la carte, faire des expériences scientifiques, conduire des géologues sur des gisements en montagne, monter des stations météorologiques, enfin tout ça toutes ces tâches-là éminemment utiles ont été confiées aux alpinistes, dont les frères Abalakov. C'était les plus grands alpinistes de l'époque, mais en 1935 par exemple, ils passent tout leur été à faire de la prospection de minerais au fin fond de l'Asie centrale. Et évidemment, ça a donné une conception de l'alpinisme qui n'était pas du tout la même que chez nous. Pour eux, qu'on soit alpiniste ou d'ailleurs qu'importait votre métier, il fallait toujours, comme ils disaient, construire le communisme. Il fallait apporter sa pierre à l'édifice de la Révolution, et donc les alpinistes ont été priés de le faire comme les autres. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que, d'abord, ce que pouvaient apporter les alpinistes est devenu assez ringard par rapport à ce que pouvait apporter un hélicoptère et tous les moyens techniques qui étaient apparus depuis la Révolution. Et du coup, à ce moment-là, c'est devenu un peu un sport un peu plus proche de notre pratique à nous. Alors, ce qui est assez amusant avec ces deux frères Abalakov, c'est qu'ils ont survécu à tout, en fait. Vous savez, en URSS, il y a eu quand même beaucoup de raisons, il y avait beaucoup de raisons de mourir au XXe siècle, chez nous déjà, mais chez eux encore plus, entre la Révolution, la guerre civile, les famines, les purges, la guerre contre les nazis, et puis d'autres petites guerres jusqu'à celle d'Afghanistan. Mais vous avez quand même, quand vous étiez un jeune homme, vous aviez pas mal de chances d'y passer. Et alors les frères Abalakov, il y en a un qui meurt quand même après la Seconde Guerre mondiale, mais il a tenu longtemps. Et l'autre, Vitaly Abalakov, il est né en 1906, il meurt en 1986. C'est assez remarquable. Et là, je vous ai évoqué des guerres, des révolutions, mais je ne vous parle même pas des dangers qu'il a courus en haute montagne. Donc ça m'a beaucoup passionné aussi. Je me suis dit là, j'ai un héros qui me permet de retraverser toute l'URSS à travers lui. Et ça c'était très grisant aussi, parce que j'ai suivi aussi l'évolution. Nous, on dit l'URSS, mais l'URSS, c'est pas pareil en 1917 et en 1991. Ça a énormément évolué. Staline, c'est une époque en soi. À partir du moment où il y a le dégel, c'est déjà une autre URSS, celle de la guerre froide. Donc, les frères Abalakov, ils ont suivi aussi toutes ces évolutions, et l'alpinisme, leur sport, a aussi suivi des évolutions très liées au contexte politique. Et ce qui est frappant, c'est l'obligation de vaincre, puisque contempler le paysage est un plaisir bourgeois. Ben oui, j'ai trouvé ça dans un des carnets personnels de Yevgeny Abalakov. Il est là dans une expédition ils sont en train de conduire des géologues sur des gisements d'étain, et là il s'arrête pour regarder le paysage, et il y a un chef qui l'engueule en disant du minerai, pas de contemplation. Donc ça avait l'air d'être une ambiance assez peu contemplative effectivement à l'époque. Salut Mathieu. Mathieu Torder, qui a atteint le pôle sud en solitaire l'année dernière, après 52 jours dans le désert antarctique, qui sortira un livre au mois de novembre. Chez Robert Laffont. Chez Robert Laffont. Et qu'on se rassure, il ne part pas en Sibérie. Non, il n'est pas déporté. Il a juste un train à prendre. Donc reprenons. Non, parce que ça devait se passer un peu comme ça à l'époque. Je pense qu'on venait vous chercher discrètement. Et on partait en train aussi, oui, ça c'est vrai. Mais pas en première.
Alors, j'ai perdu le fil du coup de notre... Oui, que effectivement contempler le Mont Blanc, contempler la montagne était un plaisir de petit bourgeois. Oui, alors après, ça justement c'est intéressant, ça c'est une remarque qui venait d'un de ses supérieurs, mais qu'en était-il d'eux? Moi je pense qu'ils aimaient profondément la montagne. D'abord, ils n'y seraient pas allés, sinon eux ils ne sont pas nés au pied des montagnes, ils sont nés en Sibérie. Dans une des portions les plus plates de la Sibérie, sur les bords du fleuve Yenisei, pour ceux qui connaissent. Donc rien ne les prédestinait à devenir des montagnards, mais dans la taïga à côté, il y avait c'est un site très connu d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle les Stolboui, à côté de Krasnoïarsk. C'est un site de blocs, un peu comparable à Fontainebleau en fait. C'est beaucoup plus gros qu'à Fontainebleau d'ailleurs les blocs, mais le principe est le même, c'est-à-dire que des gens qui habitent dans une plaine s'initient à l'escalade sur des petits blocs de la forêt avoisinante. C'est comme ça qu'ils ont découvert l'escalade. Et après ils montent à Moscou pour leurs études, et là ils font connaissance avec les premiers membres de la société de randonnée prolétarienne. C'est pas moi qui ai inventé le nom. Au début, c'est un tout petit groupe d'alpinistes, parmi lesquels beaucoup de proches de Lénine revenus de Suisse, d'Allemagne et partout où il y avait des bolcheviks en exil. Et alors, ils sont en train, dans cette société de randonnée et d'alpinisme prolétarien, de monter l'embryon de ce qui va devenir ensuite la Fédération d'alpinistes soviétique. Voilà, donc eux, ils sont novices, mais en fait, les gars qui leur enseignent l'alpinisme n'en savent pas beaucoup plus qu'eux, quoi. Donc, ils ont été vraiment aux sources de l'alpinisme soviétique. Et Vitaly Abalakov, c'est lui qui monte toute la stratégie d'alpinisme soviétique qui sera après, qui fascinera après les Occidentaux, autant que les Occidentaux d'ailleurs pourront la critiquer. C'est-à-dire que c'est un alpinisme très lourd, des expéditions énormes avec beaucoup de matériel, beaucoup de gens. Alors beaucoup de gens, on s'est beaucoup trompé on a beaucoup dit que c'est parce que en fait les Russes avaient beaucoup de moyens pour être sûrs de garantir l'ascension, mais en fait les Soviétiques étaient un petit peu omnibulés par un truc, c'était de faire monter le maximum de gens au sommet. C'est-à-dire que quand il y avait 15 ou 20 personnes qui montaient au sommet, ils étaient très heureux et ils trouvaient que c'était un exploit fantastique. Alors ils ont créé un truc qui s'appelait les alpiniates, d'ailleurs encore un mot à la racine alpine. Alors, les alpiniades, ça a été inventé dans les années 30 pour populariser un petit peu l'alpinisme, et surtout parce que le pouvoir avait compris que dans l'alpinisme, il y avait peut-être quelque chose qui ressemblait à une métaphore du communisme. Nous, notre président a repris l'idée du premier de cordée, et eux, ils ont créé les alpiniades pour souder en fait, les gens dans un effort collectif. Sans premier de cordée, il n'y avait pas de premier cordée dans le communisme. Mais le principe était un peu le même. Et ils ont fait monter comme ça se passait sur des sommets assez faciles au Caucase. On faisait monter 500, 1000, 1500 personnes dans la journée sur le même sommet en fait. Alors, au début c'était avec les militaires, c'était une espèce d'entraînement en fait. Puis après ils l'ont étendu au domaine civil. Donc il y avait des kolkhozes entiers qui devaient monter en haut de l'Elbrouz, monter en haut du Kazbek au Caucase. Et chacun était prié d'aller faire son alpiniade, voilà. D'aller souffrir ensemble, sans leader, sans premier de cordée, sans rien. Et tout ça pour approcher le paradis, mais il n'y avait de paradis que soviétique. Parce que la plupart de ces alpinistes n'ont grimpé qu'en Russie. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Les alpinistes de Staline ». Parce que bien sûr, par exemple, on prend Vitaly Abalakov, il est né en 1906, il meurt en 1986, il a connu d'autres dirigeants que Staline. En revanche, son destin est complètement conditionné et lié au pouvoir de Staline. Parce que, bon, d'abord, lorsque lui a 25 ans, Poutine, vous voyez le lapsus, Staline arrive au pouvoir. On pourra couper à la vidéo, c'est parce que j'ai besoin de visa quand même encore pour aller en Russie. Lorsqu'il a 25 ans, donc il commence sa carrière d'alpiniste, parce qu'ils n'ont pas grimpé à 18 ans, hein, ça commence à 25 ans. C'est le début du règne, on peut presque dire ça comme ça, de Staline. Et lorsque Staline meurt, en fait, ils sont tous frappés, ceux qui ont été arrêtés pendant la terreur, ils sont encore frappés administrativement d'un interdit de sortie du territoire. Vous savez, la déportation au goulag, c'est pas simplement vous allez en prison, vous ressortez. Il y a déportation. Si vous sortez du goulag, après il y a relégation, petite subtilité, c'est-à-dire vous rentrez pas chez vous, mais vous êtes libre d'aller vivre ailleurs. Souvent, c'était pas dans les capitales, c'est-à-dire que vous étiez déporté sur la Kolyma en Sibérie nord-orientale, et après vous étiez souvent relégué vers le Kazakhstan, quoi. Et là, vous pouviez mener une vie libre, mais vous n'aviez pas le droit d'aller à Moscou, par exemple. Et après la relégation,
une fois que vous sortiez de relégation, vous aviez encore un problème de réhabilitation. Donc ça, c'est purement administratif. Vous êtes réhabilité, c'est-à-dire en gros que le pouvoir avoue que vous avez été condamné sur la base de faits totalement imaginaires et d'un procès biaisé. Et donc Vitaly Abalakov, finalement, il a été réhabilité, je ne sais plus, dans les années 70, mais enfin, il est trop tard, quoi. Sa carrière d'alpiniste, elle est passée. Et à cause de ça, il n'a pas pu sortir du territoire soviétique. Bon, de toute façon, réhabilité ou pas, on ne sortait pas trop du territoire soviétique. Mais il y en a qui sont sortis. Il y a les premiers alpinistes allés au Tibet, par exemple. Ça n'a pas été. Vitaly Abalakov n'a pas pu en faire partie. Lui, il a failli faire partie d'une expédition à l'Everest avec les maoïstes, parce que en fait, les soviétiques n'avaient pas vraiment accès au versant népalais de l'Everest, mais quand les maoïstes envahissent le Tibet, le libèrent, c'est selon votre positionnement politique, en 1950, là, pour le coup, Pékin propose aux soviétiques d'aller tenter la première, puisque personne n'avait eu accès d'ailleurs à cette face-là avant, la première de la face nord de l'Everest. Donc les soviétiques sont d'accord. Le deal entre eux, c'est que les soviétiques forment les maoïstes à l'alpinisme, parce que là, côté chinois, il n'y a personne. Donc les soviétiques remplissent leur partie du contrat, ça se passe au pic Lénine, à la frontière entre Tadjikistan et Kyrgyzstan. Enfin, ils les ont formés en face sud, côté tadjik. Et finalement, l'année suivante, c'est celle où le 14e Dalai Lama s'enfuit, il y a une révolte au Tibet, et donc l'expédition n'a pas lieu. Mais sinon, Vitaly Abalakov aurait pu être à l'Everest, et il aurait pu être le premier à faire la face nord de l'Everest. Donc voilà, ça a été sa seule chance de sortie du territoire, et ça a été manqué. Et c'est un élément très passionnant parce que quand il y a eu ce projet d'expédition entre les soviétiques et les chinois, eh bien les soviétiques sont tombés d'un totalitarisme dans un autre. Ce qui est très intéressant, du coup, il n'a pas pu y aller, mais il y a eu un repérage l'année précédente, en 1957, je crois, de la voie d'accès ce qu'on appelle le col nord pour aller à l'Everest par le nord. Vitaly Abalakov n'y est pas allé, il a envoyé un de ses hommes, parce que Vitaly Abalakov entre-temps était devenu le fondateur d'ailleurs et le dirigeant de la section d'alpinistes du Spartak Moscou. Vous savez, le Spartak, on connaît tout ça par le football maintenant, mais c'était des clubs omnisports en fait, et l'alpinisme était une des sections. Et donc il envoie un de ses hommes là-dedans, au Tibet, et lui il a écrit un livre après la chute de l'URSS où il raconte et c'est très amusant, il raconte son repérage de la voie de la face nord de l'Everest chez les maoïstes. Et c'est très amusant parce que lui, il est quand même soviétique, donc on a déjà quelqu'un qui vit dans un pays extrêmement politisé, qui sort juste de la période stalinienne. Et en fait, il est ébahi devant le maoïsme. Et il a l'impression lui-même de tomber dans une dictature alors qu'il vient d'une autre, quoi. On comprend à quel point le maoïsme a dû être encore plus violent que le stalinisme, enfin peut-être pas celui des années 30, mais en tout cas, lorsque lui y va dans les années 50, il a l'impression justement de revenir dans les années 30, je pense. Et donc c'est un petit livre qui est sorti chez un petit éditeur moscovite qui est absolument passionnant et sur lequel je me suis appuyé pour raconter un peu cette expédition avortée à l'Everest. Et on voit bien dans ce récit combien l'alpinisme est un enjeu politique et un enjeu des relations politiques internationales. Et à un certain moment, les alpinistes soviétiques critiquent les Occidentaux qui instrumentalisent, qui utilisent les Sherpas, et ils s'élèvent contre la tyrannie capitaliste qui impose aux Sherpas toutes sortes d'efforts, et c'est certainement pour se dédouaner de ne pas pouvoir profiter de leur rapport pour aller à l'Everest. C'est la rhétorique officielle, quoi. Les autres alpinistes sont obligés de la reprendre. Moi, je pense que Vitaly Abalakov, il n'était pas très stalinien. D'abord, il a quand même été emprisonné 2 ans en 38-39. Et puis ensuite, j'ai aucun texte de lui et témoignage qui pourrait me faire supposer que c'était un grand critique du régime. Mais j'ai pu suivre l'évolution, justement, de son style à travers les articles qu'il a pu écrire à différentes époques. Et tout ce qui a été publié sous Staline, c'est extrêmement violent. Enfin, il reprend la phraséologie officielle à la lettre. Effectivement, quand en 1953, l'Everest est conquis par les Anglais,
il dit qu'ils ont utilisé les Sherpas comme des esclaves, c'est la lutte des classes, quoi. Il est en train de dénoncer une exploitation. Ils disent que les Anglais appellent ça l'Everest, alors qu'il faut appeler ça le Jomolungma, c'est le nom que donne localement. En plus c'est différent selon qu'on soit côté tibétain ou népalais, mais enfin on va pas jusque dans ces subtilités. Moi ça m'a fait rire parce qu'eux ils ont quand même nommé au Pamir le pic Karl Marx, le pic Engels, le pic Staline, et là ça étonnait personne, donc ça révoltait personne. Mais donc en suivant un peu son style et son degré d'adhésion politique à travers ses articles, j'ai pu comprendre qu'il épousait exactement l'humeur politique du moment pour ne pas prendre de risques sans doute, et j'en déduis qu'en tout cas s'il était communiste, c'était pas le plus violent. Et d'ailleurs, il n'a jamais adhéré au parti. Bon, cela dit, il n'aurait peut-être pas eu le droit, parce que comme il avait été déporté, en principe, il n'était pas éligible. Mais son petit frère, qui n'a pas été déporté, n'a pas non plus adhéré au parti. Donc j'ai quand même quelques raisons de penser qu'il subissait plus l'URSS qu'autre chose, quoi. Il faut rajouter à ça le fait qu'ils sont nés d'une famille bourgeoise, en fait, en Sibérie. Enfin, d'une famille de négociants sibériens, mais qui avait l'air de vivre plutôt bien pour l'époque et pour cette région-là. Et c'est une origine sociale qu'ils ont cachée toute leur vie. Elle est ressortie en plein procès de Vitalia Balakov. Le procureur retrouve cette information. Et moi, j'ai eu accès aux archives du KGB, j'ai pu lire du NKVD, ça s'appelait à l'époque. J'ai eu le procès de Vitalia Balakov dans les mains. Et alors là, je tombe sur cette information et il y a tout le déroulé du procès. Et puis à un moment, le procureur apprend qu'ils sont d'origine bourgeoise. Et là, je me suis dit, c'est fini pour lui. Et en fait, non, il n'en avait rien à faire, le juge, parce que Beria venait de remplacer Yezhov et l'ordre avait été donné de faire sortir tout le monde des cellules pour arrêter le massacre des élites soviétiques qui a été la terreur. Et c'est là qu'on voit que de toute façon, ce sont des procès dirigés de A à Z depuis les coulisses, quoi. Et je ne sais plus quelle était la question d'origine, là, Michel, mais... Oui, quels étaient les Sherpas. Il critiquait beaucoup les Sherpas et les expéditions, et notamment l'expédition française qui utilisait les Sherpas comme effectivement des instruments de leur pouvoir. C'est ça, c'est comme ça qu'ils ont critiqué la première à l'Everest. Après, les Anglais ont invité les alpinistes soviétiques à venir à Londres pour faire un petit échange, quoi. Et Vitalia Balakov n'a pas pu y aller. Je pense que, encore une fois, c'est parce qu'il n'avait pas été réhabilité. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont envoyé un autre alpiniste, donc qui était très bon, cela dit, il s'appelait Beletsky. Et lui, il avait tout de l'archétype de l'homme nouveau, quoi, selon la révolution bolchevique. C'est-à-dire, il était ouvrier, il n'avait pas été arrêté, déporté. Et en fait, on a découvert que si, mais le pouvoir avait caché ça pour le présenter comme un ouvrier modèle. Il avait fait la guerre contre les nazis au Caucase. Il avait fait partie de l'expédition qui a enlevé le drapeau nazi au sommet de l'Elbrus, parce que vous savez que les nazis sont allés jusqu'à planter un drapeau au sommet de l'Elbrus et à renommer le mont Elbrus mont Hitler. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a eu lieu. Donc bon, c'était le soviétique modèle, et il était sans doute un peu moins fort comme alpiniste que Vitalia Balakov, mais c'est lui qui représentait l'URSS à l'époque à l'étranger. Et il y a eu un engouement de la jeunesse soviétique pour l'alpinisme, et c'est notamment Ella Maillard qui, au début de la période post-révolutionnaire, a stimulé un peu cet engouement pour l'alpinisme. Ella Maillard, dont je rappelle qu'elle a été présidente de l'une des sessions du Salon international du livre de montagne de Passy. Bah oui, alors vous connaissez sans doute Ella Maillard, vous avez lu ses récits. Alors il y en a un qui concerne beaucoup l'Asie centrale, qui s'appelle Des monts célestes au sable rouge. Et lancé dans mon enquête, à un moment, je me suis souvenu de ce livre. Et, je savais qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'alpinisme forcément, mais je me suis dit, je vais le relire quand même par hasard. Et là, dans les 3 premières pages, je tombe sur des noms sur lesquels glissent les millions de lecteurs qui ont pu la lire. Et pour cause, on ne les connaît pas. Mais en fait, ce sont des gens qui grimpaient avec les frères Balakov. Et donc moi, j'avais trouvé leur nom déjà, j'avais déjà bien avancé mes recherches. Et cela dit, il y a un nom que peut-être certains ont pu tilter en le lisant, c'était Krylenko. C'était le procureur de Staline du début des années 30, quelqu'un qui a envoyé des centaines de milliers de gens au goulag. Et Ella Maillard le rencontre. À l'époque, il est président de la Société du tourisme et de la randonnée prolétarienne. Et Ella Maillard le rencontre, et donc elle sait qui c'est, elle en fait un portrait assez dur. Enfin, elle dit qu'il n'est pas seulement alpiniste amateur, quoi. Et bon, alors Ella Maillard, elle va pas plus loin, mais c'est vrai que ce Krylenko... j'ai repris d'ailleurs les 2 phrases de description qu'elle donne de lui dans mon livre, parce que ce Krylenko, il a été le chef d'expédition de la première au pic Lénine.
Et bon, lui, il grimpait, hein, ça c'est assez étonnant, hein. Que ce soit Krylenko, procureur de Staline, ou un autre qui a été pendant la Révolution secrétaire personnel de Lénine, ces deux-là, ils sont montés à 6000 mètres, et voire plus. Le deuxième, on pense qu'il est monté jusqu'à 7000. Donc c'est assez étonnant de revoir des tels noms politiques très importants dans l'histoire de la Révolution à ces altitudes. Et alors Krylenko, lui, c'est le pic Lénine. Bon, il sait qu'il ne va pas pouvoir aller au sommet tout seul. Et à l'époque, qui est-ce qu'on prend on prend les frères Balakov. Donc il ordonne aux deux frères Abalakov de venir avec lui et de devenir un peu les leaders de l'expédition. Et c'est comme ça que Vitaly Abalakov est le premier au pic Lénine. Enfin, le premier soviétique, parce qu'a priori les Allemands seraient peut-être montés en 1928 dans une expédition germano-soviétique avant l'arrivée de Staline au pouvoir. C'est pas très clair. Vitaly Abalakov dit que non, et puis après la mort de Staline, il a dit que oui. Vous voyez que tout ça évolue beaucoup en fonction de l'époque. Alors pour le pic Staline, c'est pareil, c'est le secrétaire personnel de Lénine. Enfin, il n'a pas été que secrétaire personnel. Après, c'était un des bolcheviks les plus influents de Saint-Pétersbourg au début, et puis après Moscou. Il s'appelait Nikolai Gorbounov. Et lui, il monte avec... c'est lui il est en train de fonder l'Académie des sciences. C'est lui qui dirige un peu l'exploration et le levé de la topographie du Pamir. Il monte cette expédition au pic Staline et il prend le meilleur alpiniste de l'époque pour s'assurer du succès de l'expédition, c'est Yevgeny Abalakov. Là, pour le coup, son grand frère n'a pas été retenu dans l'expédition, je ne sais pas très bien pourquoi. Et tous les deux, ils finissent, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes d'accidents, d'engelures. Ils sont les deux derniers là, au dernier camp. Et Gorbounov s'élance vers le sommet, il ne l'atteindra jamais. Mais Yevgeny Abalakov, du coup, devient... premier homme au pic Staline. Alors là, c'est un peu ironique puisqu'il est en solitaire et selon la rhétorique soviétique, c'était pas bien de faire de l'alpinisme tout seul. Mais bon, là, il fallait vraiment arriver en haut du pic Staline, sinon ils allaient tous se faire zigouiller. Donc, c'était vraiment très, très, très politique. Et alors dans Ella Maillard, effectivement, c'est pareil. Ella Maillard, elle raconte qu'elle va vers la frontière chinoise dans les Tian Shan, dans les monts Célestes. C'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, jusqu'à un sommet qui fait 5500 mètres. Enfin, c'est pas un gros sommet, mais à l'époque, c'est déjà une petite exploration. Cette personne, elle est là-bas. Et elle est accompagnée par, elle le dit, elle va dans un groupe de jeunes enthousiastes qui est dirigé par un gars qui s'appelle Le Tavet. Et en fait, c'était un grand professeur de l'époque, sauf qu'elle ne le savait pas, quoi. Et lui, c'était un proche des frères Balakov, justement. Et puis, on ne grimpait pas pour rien, il fallait aussi monter la statue de Staline ou de Lénine. Oui, alors ça vient avec le temps. Au tout début, on y va pour la science. Donc le pic Staline, par exemple, ils avaient pour mission de monter une station météorologique. Alors c'était la première au pic Staline. À l'époque, c'était la troisième plus haute montagne conquise, parce que ça fait quand même 7500 mètres, le pic Staline. Et en plus, on leur a filé une station météorologique sur le dos à monter. Voilà, c'était quand même une mission impossible. Donc, en fait, ils ne l'ont pas monté jusqu'en haut. Ils l'ont monté jusqu'au dernier camp et de toute façon, elle n'a jamais fonctionné. L'idée, c'était ils étaient en train de construire un observatoire météorologique sur un immense glacier qui s'appelle le glacier Fedchenko, et c'était qu'elle transmette ces données. Je pense que de toute façon, techniquement, elle ne devait pas être très aboutie, cette station. Mais en tout cas, toute l'expédition était construite autour de cette idée de servir la science. Et ça, c'est très intéressant. Et c'était une expédition de l'Académie des sciences. C'était pas le club alpin de Moscou. Donc à l'époque, il y avait vraiment ça. Et puis avec le temps, ils se sont mis à monter des bustes de Staline, de Lénine ou de Marx. C'est un peu la trinité de l'époque. Donc, alors c'est pas des bustes en bronze, bien sûr. C'est des espèces de moulages le plus léger possible, mais en tout cas, c'était volumineux malgré tout. Et il fallait monter ça. Alors bon, l'Elbrus, le Kazbek, tout ce qu'il y a au Caucase, ça c'était quand même assez facile. Mais alors à 7500 mètres, c'est compliqué. Et puis, il y a eu évidemment, je raconte quelques-unes anecdotes, donc je ne peux absolument pas me porter garant, mais parce que le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne disait rien. À la chute de l'URSS, il y a eu des langues qui ont commencé à se délier. Donc par exemple, au pic Staline, Yevgeny Abalakov fait la première en 1933, et il y a une seconde expédition. Lui, il n'a pas monté de buste, on ne lui a pas demandé à l'époque. Et en 1937, pour le 20e anniversaire de la Révolution, on dit voilà, c'est quand même, il faut qu'on mette un buste de Staline en haut du pic Staline, quoi. Donc il y a une expédition qui part avec ce fameux Bieletsky d'ailleurs qui représentait les alpinistes à l'étranger. Et lui, il a écrit un livre en disant que tout s'est très bien passé, on arrive au sommet, on a mis le buste, on a chanté l'international à 7000 mètres, les poumons, ça ne va pas être facile. Mais qui raconte tout ça. Et à la chute de l'URSS, il y a un alpiniste qui dit mais Bieletsky n'est jamais allé au sommet, et ils ont jeté le buste dans le vide. Et alors, parce qu'en fait, il y a eu un accident dans cette expédition. Lui, Bieletsky le raconte dans son livre. Le chef de l'expédition est mort, il a dévissé.
Et en fait, l'expédition a avorté plus ou moins, paraît-il. Enfin, c'est ce qui a été raconté après l'URSS. Et donc, on ne peut pas ramener le buste au camp de base, ça c'est pas possible. Sinon, on est tous déportés. Donc ils auraient jeté le buste et ils auraient dit on arrive au sommet. Et quant à l'idée de... Enfin, parce que le problème après, c'est que vous avez une autre expédition qui monte, qui dit non, on n'a pas trouvé le buste. Bon, mais là, ça dépend des sommets. C'est les sommets où c'est en neige, donc le buste, il peut être emporté par le vent, il peut s'enfoncer dans la neige. Quand c'est du rocher, c'est plus compliqué. Donc tout dépend un peu de ce que vous trouvez là-haut, quoi. À l'Elbrouz, il y a une expédition. Bon, cette histoire, elle est a priori, elle est véridique. Ils montent à l'Elbrouz avec un buste de je sais plus qui. Ils sont pris dans une tempête et donc ils se disent bon, on va laisser le buste là sur place. Ils ont balisé tout pour être sûr de le retrouver. Nous on redescend en bas. Puis demain ou après-demain quand il fait beau, on remonte, on reprend le buste, on va au sommet. Le simple fait de redescendre et d'avouer tout ça, ils ont été déportés tous. Bon, ça c'est vraiment les pires heures du stalinisme, quoi. Ça n'a pas duré non plus toute l'URSS évidemment, mais il y a eu une époque où c'était très compliqué. Ouais. Et la preuve d'ailleurs, c'est que Vitaly Abalakov, c'est un grand alpiniste de l'époque, il est quand même déporté. Je raconte toute son incarcération dans le livre, c'est assez long parce que j'ai eu accès au procès, donc j'ai tous les détails, c'est assez extraordinaire. Lui, il ne va pas au goulag et il n'est pas fusillé. Mais tous ses copains le sont, quoi. Soit déportés, soit fusillés. Et c'est là qu'on voit que l'alpinisme est une école qui permet de résister à tout. C'est qu'il y a un de ses camarades qui fait 10 ans de goulag à Sakhaline, il part 3000, il revient de 300. Et 10 ans après, ils reviennent 300. Et lui, il dit, moi j'ai résisté au goulag seulement parce que j'avais fait de l'alpinisme avant. Ça m'a permis d'avoir connu les sommets des tempêtes à 7000 mètres, ça m'a permis de survivre au goulag à Sakhaline. Je ne sais pas si vous voyez où c'est Sakhaline, c'est très 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 loin à l'est. Donc, mais moi j'ai fait un peu les comptes rapidement. Je pense qu'il y a la moitié des alpinistes d'élite de l'époque qui ont été soit déportés, soit fusillés. Et c'est vrai que la vie de ces gars-là, enfin Vitaly Abalakov, encore une fois, lui meurt en 86. Et en fait, le nombre de copains qui meurent tout au cours de sa vie, ça devait être vraiment déprimant, quoi. Notamment après la Seconde Guerre mondiale, il ne restait plus personne, quoi. Et les gars, il n'y avait pas vraiment de chasseurs alpins et quand les nazis vont au Caucase, ils essayent très rapidement de reconstituer des corps armés spécialisés montagne, mais ça n'a pas empêché beaucoup d'alpinistes d'élite de mourir dans des tanks ou même dans un sous-marin, ce qui est quand même le comble, alors qu'ils auraient pu servir au Caucase, quoi. En tout cas, heureusement que le fait d'emmener la statue du chef au sommet d'une montagne n'est pas devenu une tradition française, parce que hier vous étiez au Mont Blanc le jour de changement du Premier ministre. Oui, j'aurais pu. C'est vrai, j'aurais pu monter la statue d'Édouard Philippe là-haut. Sinon, j'aurais pu la mouler en glace, comme ça c'est plus éphémère, quoi. C'est mieux. En tout cas, ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a eu vraiment les hommes alpinistes ont été décimés. Et à un certain moment, vous dites qu'en Union soviétique, il y a eu un déficit d'hommes et ça a dû poser des problèmes pendant la guerre, parce que ça... Le déficit d'hommes, il est consécutif à la Seconde Guerre mondiale. Globalement, ils ont perdu tellement de soldats et de civils, parce que la Wehrmacht n'a pas été tout à fait gentleman, on va dire, dans l'espace post-soviétique, qu'il manquait effectivement d'hommes. Mais quel rapport du coup avec l'alpinisme ? Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui ont été fusillés, tués à la guerre, et ensuite donc les femmes ont eu une position prégnante dans la société soviétique, et elles ont participé à la reconstruction, à l'effort industriel, et aussi dans le domaine de l'alpinisme, elles ont fondé aussi une école, puisqu'il y a eu une expédition qui a été dramatique d'ailleurs, avec 8 femmes qui sont mortes en montagne. Oui, bon, de toute façon, le communisme était assez, j'ose pas dire féministe, parce que c'était peut-être pas la même conception qu'on en a aujourd'hui, mais en tout cas, militait pour l'émancipation des femmes, et notamment en Asie centrale. Ils ont été assez précurseurs là-dedans. En revanche, en alpinisme, il n'y a pas eu tant de femmes que ça. On disait qu'il y avait beaucoup de filles qui s'inscrivaient dans les clubs alpins, si on peut dire comme ça, parce qu'il y avait des vrais mecs à rencontrer et c'était effectivement une époque, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il n'y avait plus beaucoup d'hommes. Enfin, il y avait un très gros déséquilibre entre les femmes et les hommes. Alors il y a eu cette expédition, oui, en 1974, que je ne dise pas de bêtises, où là, une alpiniste qui était la femme d'ailleurs d'un des plus grands de l'époque, la nouvelle génération, la génération après Abalakov, elle avait décidé, elle, de se lancer à la conquête de tous les 7000 d'ex-URSS, il y en a 5, elle avait décidé de les faire avec des cordées entièrement féminines.
Et bon, alors là, elles avaient déjà réussi à en faire un, et puis elles s'étaient entraînées au Caucase. Donc elles étaient 8 femmes de un peu toutes les républiques ex-socialistes, des Russes, une Ouzbèque, une Kirghize, enfin je ne sais plus quel était le panel. Mais bon, c'était 8 femmes, d'ailleurs du Spartak, Moscou, du club de Vitalia Balakov. Et là, elles partent en 74 faire le pic Lénine. Sachant qu'elles ne faisaient pas la voie normale, en plus elles faisaient une traversée intégrale. Bon, techniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est long. Ça se passe en grande partie au-dessus de 7000 mètres et donc c'est une sacrée ascension et bon alors ça a été assez dramatique parce que les 8 ont péri dans une tempête et c'était l'époque où il y avait déjà des bonnes connexions radio entre le camp de base et les gens qui se baladaient là-haut et donc Vitaly Abalakov était à ce moment-là chef de camp, lui était déjà un peu à la retraite mais il faisait office de chef de camp de base et il les a entendus mourir, expirer l'une après l'autre par radio quoi. Et puis il se sentait un peu coupable parce que l'alpinisme soviétique, c'était pas comme nous, c'est pas comme chez nous, on ne pouvait pas partir tout seul parce qu'on avait envie. Il fallait demander une autorisation d'ascension. Là, on vérifiait votre niveau, vous deviez passer une visite médicale, c'est très bureaucratique. Et en même temps, et c'était l'école d'ailleurs de Vitaly Abalakov, en même temps, ça se voulait extrêmement sécuritaire. Et là, ça a été un échec parce que Vitaly Abalakov a donné l'autorisation de partir. La météo a été défaillante. Et au final, elles sont mortes toutes les 8 sur l'arête est du pic Lénine. On a retrouvé leurs corps éparpillés les unes à côté des autres. C'était pas très joli à voir et ça a été un drame qui a eu finalement pas mal de retentissement en URSS. Parce que bon, les autorités, c'était déjà 74. Donc on ne pouvait pas trop cacher, et en même temps ils n'ont pas trop fait la publicité, mais ça s'est su, ça a beaucoup ému. Et aujourd'hui, quand vous allez au pic Lénine, au camp de base, parce que le camp de base du pic Lénine, il est facile à atteindre, en tout cas la face nord, là, sur la voie normale, vous pouvez y aller en 4x4. Et juste à côté du camp de base, vous avez toujours les 8 tombes de ces 8 femmes qui sont là pour vous accueillir avec leurs portraits, etc. Enfin, c'est assez émouvant, ça reste un des drames les plus retentissants de l'alpinisme soviétique. Voilà. Ce passage est particulièrement poignant et rappelle un peu l'expédition récente d'Elisabeth Revol qui a perdu son compagnon de cordée et qui l'a perdu quasiment en direct puisqu'elle était en liaison permanente avec ses routeurs. Oui, du coup ça me donne l'occasion de parler des 8000. Voilà. Comme je vous disais, les alpinistes soviétiques n'avaient pas vraiment le droit de sortir du territoire. Et ils avaient 5-7 000. D'ailleurs, quand vous faites les 5-7 000 d'ex-URSS, on accède à un titre, on devient léopard des neiges. Et ça a survécu à l'URSS chez les alpinistes du monde entier, même c'est en train de passer à l'international. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui veulent devenir léopard des neiges. Il y en a même qui vont à la recherche du léopard des neiges, comme Peter Mathiesen. Je sais pas, à mon avis, c'est plus facile de voir un léopard des neiges que de devenir léopard des neiges, parce que c'est des sommets très très compliqués. Il y a le Lénine qui est le plus facile, il y a le Korzenevskaya qui est assez simple. Après, vous avez le Staline qui s'appelle plus comme ça, il s'appelle le pic communisme. Enfin, maintenant, il s'appelle même le pic Ismaël Somoni, parce que les Tadjiks l'ont à nouveau renommé. Et puis après, vous avez le pic Khan Tengri, là, au Kyrgyzstan. Et puis après, vous avez le plus dur qui s'appelle le pic de la Victoire, qui est un espèce de monstre de glace qui fait 7400 et quelques mètres et qui est le 7000 le plus septentrional de la planète. Donc les conditions climatiques qui sont absolument infernales et moyennant quoi on devenait léopard des neiges. Enfin tout ça pour vous dire qu'ils avaient un territoire de jeu qui leur permettait de se préparer pour des ascensions himalayennes. Et eux ils attendaient que ça. C'était vraiment, ils attendaient le permis de pouvoir partir au Népal, au Pakistan, n'importe quoi, faire le K2, faire l'Everest. Et ils ont attendu très longtemps. Politiquement, ça se faisait pas, ça venait pas. Et donc leur première ascension en Himalaya, c'est 1982 seulement. Là, ils autorisent, le Népal autorise l'URSS à faire une expédition. Et donc là, ils sont tous montés, ils attendaient depuis tellement longtemps qu'ils sont montés en courant à l'Everest, en ouvrant une voie en plus sur la face sud-ouest. Et il y a au moins 15 personnes qui sont arrivées au sommet. Ça a été pour l'époque un très grand succès. Mais ils ont dû attendre 1982. Et donc les 8000, ça a été quand même la grande frustration de toute cette génération. En 1982, Vitaly Abalakov, faites le compte vous-même, il est très âgé. Mais il est encore dans les coulisses de la fédération. Et notamment, il était ingénieur. Lui, il fabriquait, il concevait beaucoup de matériel de montagne. Et il a été, a priori, l'équipement, les bouteilles en oxygène, etc. Il était encore investi. Donc moi je termine mon livre là-dessus parce que c'est l'aboutissement en fait de toute cette école soviétique que lui a construite et qui se termine par l'ascension de l'Everest. Après de toute façon il y a une nouvelle génération qui arrive et les 8000 sont accessibles et puis ça devient une autre histoire quoi. Et ce qui est vraiment très, très incroyable, c'est toute cette vie d'aventure de Vital Abalakov qui a été menée avec des amputations des doigts et des pieds qui ont été vraiment faites très tôt dans sa carrière d'alpiniste.
Oui, c'est en 1936. C'est amusant cette affaire, parce qu'en 1936, ils font une expédition sur une montagne, le Khan Tengri, au Kyrgyzstan, qui fait 7000 mètres exactement. Et il y a les deux frères Balakov, il y a des copains à eux soviétiques, et puis il y a un Suisse, un militant suisse de l'internationale socialiste. Je peux vous dire qu'on n'en trouvait pas beaucoup, à l'époque, encore moins aujourd'hui, mais il s'appelait Lorenz Saladin, c'était un gars de Zurich, très bon grimpeur et excellent photographe. Et c'est grâce à lui qu'on a des photos en fait, de l'époque, parce que les archives côté soviétique, elles sont pratiquement toutes disparues. Et en revanche, au musée alpin de Berne, vous avez toutes les photographies de l'expédition des frères Balakov au Khan Tengri en 1936. Elles ont été ramenées, parce que Lorenz Saladin, ce fameux Suisse, il meurt pendant l'expédition. Et en fait, les frères Balakov ont tout ramené à Anne-Marie Schwarzenbach, l'écrivain, qui les a ramenés ensuite de Moscou à cette époque-là. C'est vraiment un hasard extraordinaire. Et tout ça pour vous dire, je voulais répondre à la question. J'étais parti sur cette piste-là. Oui, qu'il était parti, qu'il avait fait toute sa carrière sans doigts, sans pieds. Voilà. Lorenz Saladin meurt dans cette expédition. Ils sont coincés dans une tempête à très haute altitude. Et Vitaly Balakov, lui, a des engelures très importantes. Et pas que lui d'ailleurs, d'autres membres de l'expédition. Et il va perdre 20 phalanges à la suite de cette expédition. Autant dire que à l'époque, on fait une croix sur lui, enfin en tant qu'alpiniste, je veux dire. D'ailleurs, il n'ira même pas à la guerre, lui. Il n'est même pas mobilisé contre la Wehrmacht au moment où la guerre commence en 1941. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans sa carrière. Il a repris l'alpinisme après la Seconde Guerre mondiale à très très haut niveau. Alors on dit aussi que pendant son incarcération pendant la terreur, les commissaires qui l'interrogeaient s'amusaient à le torturer sur les moignons de ses doigts et de ses pieds. Alors ça, pour moi, ça a été très difficile de vérifier ça. En revanche, c'est plausible. Il y a quand même beaucoup de témoignages qui disent que les interrogatoires étaient très cruels. Pourquoi pas? Mais j'ai aucune source. En revanche, j'ai trouvé une réminiscence très amusante. Amusante. Qui est un témoignage indirect, mais que je pense tout à fait vrai. Un de ses compagnons de montagne, qui avait été lui aussi arrêté. Et vous savez, quand on était arrêté à l'époque, on changeait souvent de prison, de cellule, on vous faisait tourner comme ça en attendant le verdict. Et un jour, on pousse ce gars dans une cellule. Et bon, là, il y a plein de prisonniers étalés à terre sous les couvertures. Et il y a un pied amputé. Et il dit « Ah, mais c'est mon copain Vitaly Balakov ». Et donc, ils se sont retrouvés comme ça en cellule. Et pendant ces périodes de purge et de procès, les amis d'hier sont devenus des ennemis. Bah oui, mais bon, ça c'était. Ils étaient tous priés de se dénoncer les uns les autres, de s'accuser mutuellement de tout ce que vous voulez. Donc, d'ailleurs, ces deux qui se sont rencontrés en cellule, là, ils s'étaient dénoncés mutuellement a priori dans leur déclaration, mais ça ne les a pas empêchés de se retrouver joyeusement. Tout le monde savait que vous n'aviez pas le choix, quoi. Vitaly Balakov, il était accusé d'avoir fomenté, d'avoir voulu attenter à la vie des dirigeants bolcheviks sur la place rouge lors d'une parade, enfin d'un défilé militaire. Il a été accusé de trop apprécier le matériel d'alpinisme occidental. Et puis il a été surtout accusé d'avoir grimpé avec ce Suisse qui à l'époque avait tous les tampons, les autorisations nécessaires données par le Comintern, et qui finalement, on lui a reproché au procès d'avoir grimpé avec un espion allemand. Le gars a été militant de l'international et pendant les procès, il a été brossé comme un espion fasciste. Bon, tout ça, c'est un univers complètement absurde. Quand on lit le procès, c'est vrai que... Il faut bien comprendre que c'est un cas parmi des centaines de milliers. Hein, donc, moi, il m'intéresse parce que c'était son histoire que je voulais écrire, mais des milliers de gens ont connu le même absurde. Et lors du procès de réhabilitation, effectivement, il y a une remise à plat de la réalité. Enfin, je veux dire, la réalité est rétablie. Ah oui, la réhabilitation, excusez-nous, on s'est trompé, quoi. Alors, parfois, il paraît que parfois, les années passées au goulag ont pu être comptabilisées pour les retraites. Mais moi, je ne sais pas vraiment comment ça a pu se passer, mais j'ai lu ça quelque part. Sinon, c'était un simple papier qui vous rendait votre dignité. D'ailleurs, elle continue aujourd'hui, hein, les réhabilitations en Russie. Aujourd'hui, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a eu des réhabilitations sur demande, il y en a eu des plus ou moins automatiques, mais tout ça est très très long et il y a encore, je crois, de nos jours des réhabilitations. Et alors comment se sont passées ces recherches? Parce que c'est un travail de fourmi, d'éplucher toutes ces archives, certainement pas toutes au même endroit. Il a fallu des autorisations, une maîtrise de la langue. Déjà, il faut avoir envie, hein, parce que
quand on se lance dans une histoire comme ça, il faut avoir beaucoup d'appétit. Moi, cette histoire m'a absolument passionné, donc ça a permis de nourrir ma motivation. Oui, bien sûr, il faut aller. Bon, moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait aller aux archives parce que des informations, j'en ai retrouvé assez vite chez les bouquinistes à Moscou. J'ai retrouvé, il y avait pas mal de choses qui avaient été publiées sous l'URSS dans soit des magazines de montagne de l'époque, soit carrément des publications qu'on retrouve. J'étais beaucoup sur Internet à racheter des livres chez les particuliers, quoi, sur. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent chez nous, mais c'est le même principe, quoi. Vous envoyez des sous, on vous envoie par la poste un exemplaire d'une bibliothèque dont quelqu'un a envie de se défaire. Bon, assez rapidement, j'ai pu reconstituer leur histoire. Elle n'avait jamais été écrite, ça n'avait jamais été fait, mais finalement, ce n'était pas le plus compliqué. Ça demandait beaucoup de lecture, beaucoup de temps pour se procurer les livres. Mais en revanche, voilà, j'avais conscience qu'il fallait, pour achever le travail, il fallait avoir accès aux archives. Donc ça, c'était Moscou, les archives du NKVD. Moi, on m'avait dit que c'était assez dur. Dans la pratique, ça s'est plutôt bien passé. Donc ça a été un peu long, mais on a été avec moi extrêmement sympathique. J'ai pas senti de réticence particulière. Sinon les longueurs administratives, mais ça c'est un peu partout dans le monde. Voilà, alors après, j'ai pas demandé le dossier ni de Zinoviev, ni de Trotsky, ni de... Bon, c'était les frères Balakov, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Même en Russie, plus personne s'en souvient. Je pense que ça a facilité aussi beaucoup. Et je pense que personne n'a dû voir du mal dans cette recherche. Et d'ailleurs, mon objectif n'est ni politique, ni rien. Moi, c'est simplement de raconter leur vie. Leur arrestation, enfin, l'arrestation d'Italia Balakov est un pan de leur vie, mais le procès et le dossier d'instruction, ça va au-delà en fait, de la simple incarcération. Parce que dans un dossier d'instruction, vous retrouvez énormément de détails sur la vie de quelqu'un. Parce que un dossier d'instruction, c'est déjà une enquête en fait. Donc plein de choses qui ne concernent pas directement cette période-là m'ont été fournies par son dossier d'instruction. C'est finalement là qu'était concentré le plus d'informations, de petits détails, de relations qu'il pouvait avoir un tel ou un tel. Donc ça, c'était la clé et j'y ai eu accès en septembre 2018, je crois. Ça fait déjà un petit moment. Enfin, on ressent sur le témoignage de cette époque troublée une véritable empathie vis-à-vis des personnages. Et on retrouve cette empathie dans le livre précédent, Les mères des cosmonautes, où là c'était le récit d'une croisière, si l'on peut dire, sur un bateau ravitailleur des terres australes. Et c'est vraiment formidable de pouvoir vivre en symbiose avec cette population que l'on ne connaît pas et que l'on est désireux de mieux comprendre. Oui, la mer des cosmonautes, oui, c'était 3 mois et quelques sur un brise-glace russe en Antarctique. Évidemment, jusqu'en 1991, tout ça a été fermé. Bon, et d'ailleurs, les brise-glaces russes en Antarctique, on ne peut pas y monter comme ça non plus dessus. Mais aujourd'hui, tout ça est possible, quoi. C'est comme de pouvoir rentrer aux archives du NKVD, c'est possible. On ne rentre pas comme dans un moulin, mais tout ça est devenu possible. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse. C'est des choses qui n'ont jamais été écrites. C'est une matière un peu vierge. Dans un monde où finalement, il est difficile de raconter de nouvelles histoires, là, d'avoir une matière un petit peu originale. Moi, ça me passionne, là, les frères Balakov, d'être un petit peu en train de déminer tout ça. Ça a rajouté un peu de sel à mon enquête. Donc moi, j'aime bien faire ça avec les Russes. Et puis, en plus, j'ai l'atout linguistique qui me donne c'est un atout non négligeable, en fait. Donc, c'est obligatoire. Donc, j'en profite, quoi. Et comment apprend-on le russe ? C'est très long. J'ai mis... Enfin, moi, je ne l'ai pas fait de manière académique, je l'ai appris sur place, mais j'ai vécu 10 ans là-bas, par contre. Donc ça, c'est de la pratique. En tout cas, c'est une vie passionnante que de témoigner pour nous de la vie de ces hommes et de ces femmes d'exception qui ont vraiment traversé le siècle d'une façon prodigieuse. Ce siècle que l'on dit impardonnable du fait de tous ces excès. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Cédric Gras ? Et moi, je voulais savoir de quoi était mort le plus jeune frère, s'il est mort très jeune, du coup. Ouais, très jeune, oui, il était jeune, oui. À l'époque, on mourait très jeune en URSS. De quoi il est mort, c'est tout un chapitre du livre. Non, mais je peux vous raconter rapidement, parce qu'en fait, on ne sait pas. Il a une mort très étrange. Et d'ailleurs, moi j'ai rencontré son fils à Moscou, qui est encore vivant.
et qui a vécu dans le souvenir de son père et surtout dans l'espoir d'élucider un jour cette affaire. Lui, il dit que c'est un attentat. Moi, j'ai retrouvé dans d'autres archives, c'est pas le NKVD, c'est les archives de la police soviétique, j'ai eu accès au rapport du commissaire de l'époque. Il conclut à un accident que je raconte dans le livre, mais effectivement, c'est pas clair. C'est pas clair, et puis surtout ce qui est très troublant, mais bon, pour moi, c'est pas suffisant, mais pour son fils, c'est évident. C'est vrai qu'à l'époque, Yevgeny Abalakov, c'est le meilleur alpiniste soviétique. La guerre vient de se finir, il a quelques espoirs de partir en Himalaya. En tout cas, il reste quelques grosses montagnes à faire, notamment le pic de la Victoire, qui est encore vierge à l'époque. D'ailleurs, il devait y aller, en fait, juste avant sa mort, aller faire ce fameux pic de la Victoire. Et il n'ira pas parce qu'il va mourir. C'est son grand frère qui finalement le fera 10 ans après. Donc, les circonstances sont très troubles. Et alors moi, j'ai trouvé son fils complètement parano, bien sûr. Mais être parano dans notre société occidentale et être parano en URSS, c'est pas pareil. À l'époque, ils avaient vraiment beaucoup d'éléments pour nourrir leur paranoïa. Une maladie d'État. Donc, bref, mais ça a été une rencontre très intéressante, son fils, parce que d'abord, c'était un des derniers... j'allais dire témoin, il était témoin de rien, lui il était trop petit, il se souvient de rien, mais dans son appartement il y avait tous les tableaux, parce que son père était peintre, sculpteur et peintre, il y avait tous les souvenirs de son père, j'ai tout vu de mes yeux chez lui. Alors lui par contre au niveau alpinistique, il n'a jamais été en montagne, il ne sait rien, il y a des photos, elles étaient mal légendées, je lui ai dit mais là ça c'est pas au pic Staline, et ça je lui ai appris des choses en fait, c'était drôle, mais ce qui m'a intéressé c'est plutôt Lui, il a carrément publié un bouquin en disant comment, je sais le titre en russe, on pourrait le traduire par comment on a assassiné le meilleur alpiniste soviétique, ça s'appelle comme ça, quoi. Mais il a sorti en toute petite maison dans les années 90, personne ne l'a lu, mais et aussi parce qu'on a oublié le nom de son père, en fait. La description de la mort d'Eugène rappelle un peu celles qui ont été faites de la mort de Zola, qui est mort dans des circonstances un peu semblables, où on s'est toujours demandé si c'était un accident domestique ou effectivement un assassinat, un crime parfait. Moi j'avais une question sur les années 30. Ce que tu disais sur l'utilisation des alpinistes au service de la propagande, on voit ça aussi dans le domaine de la musique classique, où il suffit de relire Bulgakov, le Maître et Marguerite, c'est cette ambiance-là. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est fait que 2 ans de prison, puisque du temps de Yezhov et même de Beria, quand on n'avait rien fait, on prenait 7 ans, selon ce qui se disait à l'époque. Et quand on commençait à faire quelque chose, on prenait perpète. Donc il n'y a pas eu énormément quand même de gens qui ont été libérés à la chute de Beria, à la chute de Yezhov. Beria n'était pas un tendre, donc ça veut quand même dire que son cas a été traité de manière spécifique par rapport à la masse de gens qui étaient dans les NAS ou dans les geôles de la police, et donc peut-être que c'est quand même son statut, son potentiel qui fait qu'il n'est pas parti. Parce que, logiquement, tu as arrêté en 1937, 38. Et tu pars en Sibérie, tu pars en Goulag et tu disparais. Donc lui n'est pas parti, il est resté chez il est resté 2 ans à Moscou, je sais pas, bref, il est resté pas trop loin du pouvoir, si je puis dire, et puis on l'a ressorti. Il a résisté en fait en prison. C'est-à-dire que la plupart étaient cassés et finissaient par signer immédiatement les actes d'accusation dont ils n'étaient absolument pas coupables, mais on leur promettait ne serait-ce que d'aller faire une nuit complète quoi, dans leur cellule. Ils étaient prêts à tout signer. Donc Abalakov, il résiste en fait, il résiste, et jusqu'au changement de pouvoir. Alors quand même ici, sous Beria, au tout début, il y a des gens qui ont été libérés. Alors, Solzhenitsyn appelle ça, l'expression est assez forte, il appelle ça le kopek rendu sur un rouble. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite proportion de prisonniers qui à l'époque sont ressortis. Et Vitali, a priori, a fait partie de ce kopek rendu sur un rouble. Alors évidemment, peut-être que, parce que Yevgeny Abalakov, son frère, avait fini quand même par lui payer un avocat. Est-ce que tout ça a pu jouer ? C'est difficile aujourd'hui de s'en rendre compte. Mais en tout cas, Yevgeny Abalakov n'a pas oublié son frère. Il lui a apporté d'ailleurs en prison tout ce qu'on pouvait faire passer aux prisonniers. Et c'est d'autant plus incroyable parce qu'il s'était un petit peu brouillé juste avant. Parce que pendant l'expédition de Khan Tengri où Vitali a des engelures, Yevgeny Abalakov, lui, il en ressort sans rien, quoi. Et donc le grand frère a un peu accusé le petit d'avoir
de pas d'avoir, parce que c'était le petit qui était chef de l'expédition, enfin bref, d'avoir pas été à la hauteur de ses fonctions. Donc il s'était un peu brouillé, puis il y avait des jalousies, mais bon, le petit frère n'a pas abandonné et en coulisses il a visiblement agi, notamment parce que la police allait interroger tous les autres alpinistes avec lesquels ils avaient pu grimper. Il y en a qui ont fait des dépositions favorables finalement. Mais j'ai pas pu tout reconstituer, mais a priori si, il a bénéficié du changement de pouvoir. En fait, la première année en prison, il y a énormément de choses dans le dossier. Des confrontations avec d'autres alpinistes d'ailleurs, où là ils étaient obligés de s'accuser mutuellement alors qu'ils étaient encore dès la veille. Des interrogatoires, etc., etc. Et puis alors la deuxième année, il n'y a rien. On a l'impression qu'il est laissé dans une geôle des oubliettes, quoi. Et puis brusquement, le procès arrive et là, il est blanchi. Avec pas mal même de gens qui avaient témoigné contre lui qui se mettent à dire le contraire le jour du procès. Donc en coulisses, il y a eu un truc pour le faire sortir, effectivement. Oui, j'ai relu il n'y a pas longtemps les mémoires d'Edmond Michelet, qui avait été emprisonné pendant la guerre et qui voyait tous ses camarades de cellule et des cellules d'à côté fusillés le matin et qui finalement est resté 2 ans dans sa geôle avant d'être déporté, mais il n'a pas été fusillé sans qu'il sache vraiment pourquoi. Il y a parfois effectivement des mystères dans l'horreur qu'on n'arrive pas. Oui, après, oui, bureaucratiquement, il peut se passer des choses étonnantes. Mais à plusieurs occasions, on lui a demandé de signer un procès verbal qui l'aurait pas fait. Je pense que c'était le goulag, il n'aurait pas été fusillé, mais il a toujours refusé. Ouais. Daniel ? Il faudra faire un jour un livre sur alpinisme et fraternité. Parce que les frères qui se sont. Il y a beaucoup de fratries. Ouais. Et la question, quand publier un livre comme ça en France, c'est une forme d'exotisme. Il y a une forme d'exotisme. Pour nous. Pour les lecteurs, que nous sommes, Pour nous, ouais. les non-slavophiles, russophones. Ça va être publié dans le domaine soviétique. En Russie, bon après il n'y a pas que. Il y a les problèmes du marché de l'édition. En Russie, c'est un peu compliqué. Bon, les droits ont été vendus là, déjà en Pologne, etc. Bon, les Polonais, ils sont un peu anti-russes, donc ils ont acheté tout de suite. Mais enfin, ils ont une relation double, hein, les Polonais. Ils sont aussi fascinés malgré tout pour la Russie. En plus de. Il y a Cathy au milieu. Est-ce que ça sera publié en russe? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je préférerais pas parce que les Russes, c'est très compliqué. Ils passent leur temps à critiquer leur propre pouvoir. Ils sont très conscients de leur histoire. Ils sont très critiques. Puis alors, dès que c'est un étranger qui le fait, là, ils deviennent ultra patriotes et vous en prenez plein la figure. Même si vous faites que répéter ce qu'ils ont dit avant. Donc, d'abord, c'est destiné à un public occidental parce que cette histoire n'est pas connue hors de Russie. Enfin, même si chez eux, elle n'est pas non plus. Enfin, les alpinistes russes la connaissent plus ou moins. Mais le grand public a complètement oublié les frères Abalakov. Moi, je l'ai écrit pour la faire connaître hors de Russie. Après, c'est vrai qu'en Russie, la faire à nouveau découvrir, ça serait pas mal. Moi, le seul truc qui m'intéresserait, en fait, c'est que si c'était publié en Russie, ça puisse un petit peu éveiller les consciences et qu'ils se mettent à préserver un peu plus leur patrimoine. Par exemple, à Krasnoïarsk, je suis allé enquêter à Krasnoïarsk, parce que c'est là qu'ils sont nés. Et il y a leur maison natale, qui est une vieille isba en bois sibérienne qui tient encore debout. Et le fils de Yevgeny Abalakov, que j'ai rencontré, a quand même beaucoup insisté auprès de la mairie de Krasnoïarsk pour que ça devienne un musée. Parce que lui, il a tous les objets qui sont chez lui, il n'a pas d'enfants, et il a proposé de tout donner à la mairie. On met ça en l'isba et on fait un musée. Les frères Abalakov, c'est juste à côté des Stolbuy qui sont en train de devenir ce fameux Fontainebleau de Sibérie. Là, il y a quand même beaucoup de grimpeurs qui viennent. Ça pourrait être un projet sympathique. Or, la municipalité a dit oui, puis après, ils n'ont jamais rien fait. En fait, ils louent le local, on ne sait pas très bien qui est derrière ça. Bref, si le publié en russe pouvait servir à ça, ça serait chouette. Ouais. Mais C'est l'histoire du musée Lissana à Passy. Bah oui, non, mais c'est quand même un patrimoine, quoi. C'est pas facile. À Krasnoïarsk, vous sortez de la gare, la première rue que vous empruntez, c'est la rue des frères Abalakov. Mais plus personne ne sait qui c'est et il n'y a plus rien d'autre à leur mémoire à part cette plaque. Les gens doivent passer devant sans savoir qui c'est, quoi.
En tout cas, l'histoire de ces deux frères oubliés nous aide à garder en mémoire les pages tragiques de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas que, Parce malheureusement. Mais... Il n'y a pas que, mais je veux dire, ça nous permet de ne pas occulter ces moments tragiques de l'histoire d'un siècle qui est à la fois très, très proche et très lointain. Et je pense que c'est utile de pouvoir lire ce type d'ouvrage parce que ça nous permet aussi de mesurer ce dont l'homme est capable, à la fois dans les grandes choses et aussi dans les pires bassesses. Et donc merci beaucoup merci à vous de ce pour votre témoignage. patience. Après, sous les pavés, la plage de Chamonix avec le superbe album de Jean-Philippe Gossot, qui est un enfant du pays, qui connaît tout de l'histoire, mais de Chamonix cette fois-ci, de l'alpinisme chamoniard, et puis de ce lieu de rêve et de détente qui était la plage du Boucher, dont il a retrouvé à la fois des photos d'archives, des affiches, pour justement faire revivre ce lieu que les chamoniards n'ont pas oublié et qui peut intéresser tous les estivants par temps de canicule. Tu veux dire quelques mots, Jean-Philippe ? Cet ouvrage est publié aux éditions Ésope, des éditions chamoniardes, avec... Ce sera plus bref. Voilà. Donc il ne s'agit pas de la plage de la mer de glace, hein, tout le monde l'a bien compris, mais d'une plage qui se trouve dans la vallée, donc dans le bois du Boucher. Oui. Bonjour d'abord à tous. Merci d'être venus. Oui, la plage de Chamonix, c'est un peu paradoxal. C'est comme le port de la mer de glace. C'est à la limite de l'oxymore, quoi. On se demande ce que c'est. Pour ceux qui l'ont pas connu, ils se disent qu'est-ce que c'est la plage de Chamonix. Eh ben, la plage de Chamonix, ça a vraiment existé jusqu'à 1970. C'était un lieu mythique très fréquenté par les chamoniards et par les touristes. La plage de Chamonix, c'était un lac avec une histoire très liée au développement de Chamonix. C'était un lac qui n'était pas toujours très chaud. C'était un lac qui n'était pas toujours très propre, il y avait des algues des fois à la surface, bon. Mais on s'y baignait, on s'éclatait, il y avait des plages de sable fin, gris, tout autour. Il y avait une île au milieu, il y avait un plongeoir, tout autour il y avait des terrains de sport, on pouvait faire de la pétanque, du volley, il y avait des agrès. Et il y avait un grand chalet aussi, qui était construit sur les ruines un petit peu mystérieuses d'un ancien bâtiment. Et dans ce chalet, il y avait des vestiaires, il y avait les douches, les sanitaires, il y avait un restaurant avec une grande terrasse. Qu'y avait-il encore ? Il y avait une petite buvette, aussi une petite paillote plus exactement. Quand j'étais enfant, j'y vendais des glaces. C'était un lieu très, très, très fréquenté au beau jour, parce que c'était ouvert que l'été de toute façon. L'eau, ça allait entre... 22 degrés pour les jours les plus chauds, et puis jusqu'à 14 degrés. Mais on y allait, on s'éclatait. Quand on était petit, on y allait avec les parents. Quand on était plus grand, on y allait avec les copains. Après, on y allait en bande, on y allait en couple. Et puis après, ça recommençait, on revenait avec les enfants, on y retournait en famille. Et puis, moi, c'est le meilleur souvenir que j'ai de mon enfance, et c'est le cas de beaucoup de chamoniards aussi, je pense. Et bon, il y avait rien n'avait jamais été écrit sur ce petit paradis perdu. Et ben, j'ai trouvé que c'était dommage. Bon, en plus c'était un peu une histoire familiale, puisque c'est mes grands-oncles qui avaient obtenu la concession de cet endroit en 1932. Et c'est un endroit qui a vécu et qui a été fréquenté jusqu'à 1970, où le nouveau maire de l'époque, fraîchement élu, que je nommerai pas forcément, a décidé que, bon, pour Chamonix et pour son maire, c'était pas assez, c'était pas assez bien, quoi. Donc on
il y a eu plusieurs projets, mais le projet qui a été retenu, ça a été de tout raser et de construire des magnifiques coupoles en béton pour faire un centre sportif. C'était ironique, hein, les coupoles, les magnifiques coupoles. Ouais. Donc, bon, j'ai recherché un petit peu dans les archives familiales, j'ai recherché dans les archives de mon père qui travaillait au Dauphiné libéré, et puis dans les archives chamoniardes, dans les archives départementales. J'ai aussi des amis collectionneurs, club de cartophilie de Chamonix, qui m'ont aidé à retrouver des photos, des documents. Et puis je me suis lancé là-dedans. Donc l'écriture du livre en elle-même, ça a mis un an et demi. À la fin, j'ai travaillé avec Aesop pour la mise en page. Et puis voilà, bon, ce livre est sorti en fin d'année. Bon, peu avant la pandémie, bon, c'est pas de chance, mais enfin. Et voilà, donc bon, qu'est-ce que je raconte là-dedans? Je raconte comment le lac du Bouchet est apparu à Chamonix, parce que c'était pas un lac naturel. Il a une histoire. Il est apparu au début du XXe siècle. On l'a creusé pour servir de remblai à la voie ferrée, qui est arrivée en 1900-1901, dans la partie amont de la voie ferrée qui quitte Chamonix, donc qui a été créée en 1901. Là, il fallait du remblai, donc on a creusé un premier lac. Et en 1905, il y avait déjà eu des casinos à Chamonix. Les premiers casinos dataient de 1886, c'était pour attirer les premiers touristes. Et en 1905, il y a eu deux personnes un peu entreprenantes, là, qui étaient M. Desvoissous et M. Cural. M. Desvoissous qui était marchand de sonnettes, et bon, qui est connu à Chamonix encore, qui ont voulu créer au bord de ce lac un grand casino. Et ce casino a ouvert en 1905. La partie salle de jeu a été sous-traitée, a été sous-concédée à des... Il y avait beaucoup de Niçois, des Italiens, enfin c'était une sorte de... mafia, disons, on peut dire que c'était une mafia. Et il y a eu beaucoup de péripéties entre la gestion de ce casino et la municipalité. Et ça s'est un petit peu... ça s'est un petit peu aggravé à partir de 1923, parce que à Chamonix, bon, on pouvait se baigner dans ce lac, mais il y avait aussi des patinoires. Il y avait des patinoires des frères Coutet, qui étaient une famille bien connue à Chamonix. Et ils avaient une première patinoire, une deuxième patinoire, mais c'était trop petit pour accueillir les Jeux Olympiques de 1924, les premiers Jeux d'hiver. Donc, on a décidé de construire une grande patinoire pour les Jeux Olympiques, une patinoire de 36 000 m². Et là, il fallait encore du remblai. Alors, bon, on s'est dit, tiens, il y a ce trou là, il y a ce trou plein d'eau, on va encore le creuser. Donc, on a encore récupéré du remblai, donc on a agrandi le lac. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le concessionnaire du casino, là, qui était M. Giacomi, un Niçois, a dit, bon, ça va pas, maintenant, à cause de vos travaux, vous avez agrandi, maintenant, Alors, il y avait des miasmes et des odeurs pestilentielles qui nuisaient à l'entretien au fonctionnement de son casino. Donc, il a intenté un procès à la commune de Chamonix, il a gagné, la commune a dû construire des murs de rive, des regards d'évacuation, tout ça pour que ce lac soit endigué, et voilà, ça semble plus mauvais. Alors, bon, cette histoire-là, c'est un petit peu... ça n'a pas trop plu à la municipalité de l'époque, d'autant plus que le casino était mal entretenu, il commençait à tomber en ruine. Donc en 1900, le bail était de 24 ans, donc en 29, la commune a dit, bon, ça finit, on renouvelle pas le bail, on vire le casino, on le met ailleurs, on vire les Italiens, on vire la mafia, et on reprend tout
à notre compte. Donc le lac, l'ancien bâtiment qui valait plus grand-chose, et on met le lac et son environnement en concession. Donc il y a une première concession qui est établie en 1932, et c'est un monsieur Schmitt, Raymond Schmitt, donc c'est mon grand-oncle maternel, qui était un homme très entreprenant, qui a pris la concession. Alors il a commencé à aménager, on a fait, il a installé un plongeoir, il a installé une petite île au milieu, il a installé des agrès, un restaurant, une petite buvette, des terrains de sport, et puis voilà. Donc ça c'était les premières années de la plage un petit peu équipée, quoi, voilà. Et par la suite, il y a eu différents projets, la commune voulait... il y avait beaucoup d'anglais, le tourisme se développait beaucoup, donc il fallait des tennis, il fallait des constructions. Bon. Et différents projets ont été proposés, plus ou moins pharaoniques. On parlait de transformer l'ancien casino en station hydrothérapique, comme on disait à l'époque. Bon, il devait y avoir des golfs et tout ça. Bon. Mais l'époque ne se prêtait pas trop à se lancer dans des projets pareils, et c'est monsieur Schmitt donc, qui a obtenu une nouvelle concession en 1939 avec son frère Gaston. Et c'est reparti avec un bail de 30 ans. Et voilà, donc la plage s'est encore développée avec... c'était pas des choses très, très, très luxueuses, mais il a fait démolir l'ancien casino. C'était une solution qui plaisait bien à la commune, parce que la restauration du casino, ça recoûtait très cher. Donc les Schmitt se sont engagés à détruire ce bâtiment, à construire un beau chalet au-dessus des fondations de l'ancien casino, à développer un restaurant, puis à faire des animations. Donc il y avait des animations, il y avait des concours, il y avait des concours de maillots de bain qui avaient beaucoup de succès. Bon, les maillots de bain, au départ c'était il y a des photos dans le livre. Au départ c'était plus des robes que des maillots de bain. Après il y a eu les maillots une pièce. Après il y a eu les 2 pièces. Après il y a eu les bikinis. Alors ça c'était encore plus sexy, les bikinis, parce que non seulement on voyait le ventre, mais en plus on voyait le nombril. Bon, il y avait des concours de maillots de bain, il y a eu des concours des joutes nautiques, il y avait des fêtes nautiques, il y avait toutes sortes d'animations. Il y avait des journaux qui organisaient des concours alors c'était le Figaro, pour pas le nommer, qui organisait des concours de déguisement. Les gens se déguisaient avec des pages du Figaro, quoi, voilà. Et il y a eu un concours où dans le jury figurait entre autres Louis Lachenal, un petit peu avant sa mort, donc on le voit dans le livre. Enfin voilà, c'était... Alors pour moi les années 60, c'est celles que j'ai connues, c'était les plus belles années de la plage. Il y avait on disait pas un club enfant à l'époque, mais il y avait des animations pour les enfants, il y avait des concours, il y avait... Bon, et donc on y allait en famille, on y allait entre copains. Et pour moi, c'est une époque merveilleuse, voilà, jusqu'à 1968, 69, 70, où on a tout rasé, et alors qu'on aurait pu, à mon avis, tout en faisant du neuf, tout en ayant... Bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir une vraie piscine avec de l'eau pure, où on peut se baigner toute l'année, mais bon, on n'a plus le droit de se baigner dans le lac, on n'a plus le droit de... Il n'y avait plus de plage. Ouais, on pouvait pique-niquer, mais on ne pouvait pas aller se baigner. Et puis, on ne peut même plus en faire le tour. Voilà. Dans l'enclos de la piscine. Oui. Alors maintenant, il y a le QC Terme qui s'est installé, qui est très bien, hein, mais c'est vrai que ça a encore restreint le lac. Et voilà. Alors j'ai un petit espoir quand même, parce que la municipalité fraîchement réélue avait, dans son programme de début 2020, parlait de refaire un lieu de baignade nature avec un plan d'eau biotope.
Il y a peut-être un petit espoir. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Si vous avez... Merci, je remercie Jean-Philippe. Tu as connu Agnès Ouais, j'ai connu, mais j'étais jeune, moi, j'étais plus jeune que... Et c'est l'année, en 70, on est parti de Chamonix 2 ans, 70-72, et j'ai dû connaître 68-69 à Chamonix, mais j'avais 8 ans, quoi. C'était la fin. 8-9 ans, donc tu vois, moi, mes parents, ils ne me laissaient pas trop aller toute seule au lac, là-bas. Ah, pour des concours. Mais j'ai connu, puis c'était le rêve quand on voit ce lac encore à la piscine. Enfin, après, j'ai beaucoup fréquenté la piscine, donc la piscine, ce lac, on avait toute envie de toujours se baigner. On a fait du bateau à une époque sur le lac. Oui, alors il y avait une barre. Je me souviens qu'on a fait du bateau quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, on devait faire du bateau. Hein, et on avait des petits avirons et on traversait le lac. Enfin, Il y avait une grande barque en bois qui, ouais. normalement, servait à la surveillance. C'est mes cousins qui géraient la surveillance. Alors, il y avait une grosse bouée comme ça, très lourde. Et je pense qu'à mon avis, si on la jetait à quelqu'un en train de se noyer, il devait couler à pic. Mais de temps en temps, effectivement, on pouvait se baigner, on pouvait se naviguer. C'était un bateau avec 2 rames. C'est un bel endroit et qu'on se demandait toujours pourquoi ça a été aménagé pour faire autre chose à côté de la piscine, c'est sûr. Ouais, surtout qu'il y avait d'autres projets à l'époque. Il était question de construire quelque chose dans les clos du Savoie et on aurait pu garder. Voilà. Bon, enfin. D'autres questions à Jean-Philippe? En tout cas, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Jean-Philippe Gossot, dont le père Philippe a été le reporter au Petit Savoyard, au Petit Dauphiné, et qui était le binôme de Roger Frison-Roche, et ce qui est la référence absolue en termes d'information sur la vallée de Chamonix. En tout cas, merci pour ces pages de rêve sur un paradis perdu. Comme dit Anselme Beau, en montagne, tout ce qui est blanc se descend. On pourrait dire aussi que tout ce qui est vert et tout ce qui est bleu se construit. En tout cas, il faut certainement que le béton coule et que l'eau s'évapore. En tout cas, comme on dit à Chamonix, à chacun son Everest et à chacun son Annapurna, si j'ai bien compris. Voilà. Merci Michel. Encore. Merci beaucoup.